tous. Donc, je suis Francis Jérôme, directeur général de Transition Pro Bourgogne-Franche-Comté. J'excuse d'ores et déjà Bernard Guérin, notre président, qui aurait dû effectivement intervenir cet après-midi, mais qui est indisponible. C'est avec moi que vous aurez affaire de toute façon. Donc, nous allons vous proposer un petit PowerPoint, quelques slides de présentation du PTP, le projet de transition professionnelle. Et ce n'est pas le PowerPoint le plus important, simplement ce qui est important, c'est les échanges que nous pourrons avoir ensuite. Alors, donc, n'hésitez pas, quand je dis ensuite, c'est même pendant la présentation du PowerPoint, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, ou vous souhaitez des précisions, n'hésitez pas du tout. Soit vous levez la main dans le cadre de, comment dire, de Teams, soit vous activez votre micro et puis vous pouvez poser une question. Donc, on va pouvoir commencer. Vous êtes, je pense qu'on est assez nombreux ici, voilà. Je partage tout de suite la présentation. J'y arrive. J'y arrive. Bon, comme ça, ce sera plus simple. Voilà. Est-ce que vous voyez bien l'écran partagé? Quelqu'un peut-il me dire oui ou non? Parfait. Oui, ça fonctionne. Très bien. Super. Bien, nous allons donc commencer la présentation du projet de transition professionnelle. Avant toute chose, vous expliquer un petit peu ce que est Transition Pro, puisque pendant 35 ans, nous avons été FONGECIF, le fonds de gestion du congé individuel de formation, du CIF. Donc aujourd'hui, le FONGECIF est devenu Transition Pro, Bourgogne-Franche-Comté pour notre région, bien entendu. C'est une association qui est présente dans chacune des 18 régions métropolitaines et d'outre-mer. Et nous sommes le nouvel acteur référent des transitions professionnelles sur le territoire, puisque dans le cadre des financements de formation de salariés du secteur privé, nous sommes les seuls à financer de la reconversion sur des formations longue durée et certifiantes. Voilà. Donc, en tant qu'organisme paritaire veut dire qu'il est géré par les syndicats et les organisations patronales de façon paritaire, à part égale. Donc, on vous accompagne dans le financement de votre projet, en particulier dans les dispositifs projet de transition professionnelle, VAE et transition collective, le dispositif démissionnaire étant un petit peu à part, puisque nous n'avons pas d'intervention financière dedans. Ce n'est pas le lieu d'en parler aujourd'hui du dispositif démissionnaire. Il y a eu d'autres webinaires, mais si vous avez une question à la fin, on pourra toujours l'évoquer. Voilà. Je vous laisse en compagnie d'une petite vidéo d'une petite minute, je crois pas très longue, pour que vous voyez un petit peu ce qu'on fait. Alors, je ne sais pas si vous avez du son, si vous entendez bien. Normalement, il va y avoir du son avec la vidéo.
Je ne sais pas Vous, si on ça vous entend marche. très bien. Vous, on vous entend très bien. Et c'est vrai qu'avec la vidéo, bon, le son était un peu saccadé. D'accord, ok. Pour Alors, ma part. désolé par rapport à ça. Donc, vous avez vu, la vidéo était surtout censée donc, vous présenter un peu nos différentes missions. Euh, Puisqu'on nous en parlait des dispositifs, mais nous avons des missions d'identification des besoins en matière d'emploi et de compétences, de vérifier la qualité des organismes de formation et de leur action de formation, bien entendu, de développer des partenariats avec les acteurs de l'emploi et de la formation dans la région, bien sûr, et d'assurer le suivi du conseil en évolution professionnelle. Donc, dans les dispositifs, nous gérons le dispositif de projet de transition professionnelle, le dispositif des missionnaires. Actuellement, la VAE, et pour l'instant jusqu'au 30 juin, nous finançons de la VAE, et nous travaillons également sur l'information et la gestion du dispositif CLEA. Voilà, place maintenant au thème principal de notre webinaire, qui est le dispositif projet de transition professionnelle. Tout de suite, un petit aparté, mais c'est une information importante. Vous avez chacun, tous, un compte personnel de formation qu'on appelle CPF. Et donc, vous pouvez mobiliser votre CPF via une application mobile. Et dans le cadre du dispositif PTP, ce dernier est mobilisé de fait également. C'est une modalité d'utilisation du compte personnel de formation dès l'instant où on dépose un dossier PTP. Or, à ce jour, vous avez eu, jusqu'en 2014, des heures de DIF, le droit individuel à la formation. Et ces heures de DIF, elles sont effectivement monétisables dans le cadre de votre compte personnel de formation, mais il faut les intégrer dans ce compte. Et donc, il faut aller sur le site du gouvernement, mon compte personnel, mon compte formation, pardon. Il faut effectivement faire une démarche, inscrire ces heures de DIF dans votre compte, les prouver avec un document justificatif que votre employeur a dû vous donner en décembre 2014 ou en janvier 2015, afin qu'il soit effectivement pris en compte, parce qu'on pouvait aller en moyenne jusqu'à à peu près 120 heures, donc 120 heures x 15, ça vous donne un montant supplémentaire sur votre compte personnel de formation. Voilà. Ça, c'était le petit aparté, mais sachez que votre CPF, compte personnel de formation, est utilisé dans le cadre du dispositif PTP. Ce n'est pas un cofinancement. La loi prévoit qu'on l'utilise de fait pour votre formation. Ce n'est pas un cofinancement parce que nous ne récupérons pas l'argent. L'argent reste mutualisé à la Caisse des dépôts qui gère le CPF, mais c'est une utilisation obligatoire de votre part dans le cadre du PTP. Alors, le PTP, bah oui, il y a des conditions d'accès, on ne peut pas y arriver comme ça du jour au lendemain, ce serait un peu trop facile. Il faut effectivement avoir quelques petites conditions qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Vous avez un projet de transition, forcément. Hein. Et ce qui est important aussi de savoir, c'est que celui-ci doit être de votre initiative, à votre initiative. C'est-à-dire que ce n'est pas votre employeur qui peut vous envoyer chez nous en disant il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. C'est vous qui devez être acteur de votre projet, qui devez décider les choses. Et quand on parle de projet de transition professionnelle, la transition, chez nous, c'est une reconversion. Ça veut dire un changement de métier. Ça n'implique pas systématiquement un changement d'entreprise, mais un véritable changement de métier. Et comment on regarde le changement de métier? La plupart du temps, c'est un changement de code ROM. Le ROM étant donc non pas une boisson ni une ville, mais dans notre cas étant le répertoire opérationnel des métiers et de l'emploi que l'on peut trouver sur Internet, en particulier sur Pôle emploi. Il y a des fiches métiers. Vous êtes boulanger, vous voulez devenir plombier, on a un changement de code ROM puisqu'on a un changement de métier, c'est clair. Et donc, c'est assez simple. Donc, ça nécessite la mise en œuvre d'un parcours de formation, on y reviendra tout à l'heure, mais vous devez obligatoirement travailler avec un organisme de formation qui présente des gages de qualité et qui offre des gages de qualité, c'est-à-dire qu'il est inscrit sur Datadoc ou qu'il a la norme Calliope qui va être obligatoire à partir du 1er janvier 2022. Voilà.
Vous devez aussi travailler les perspectives d'emploi, c'est-à-dire que vous pouvez effectivement rechercher, dans le cadre de votre nouveau projet, les métiers, les emplois, les postes qui pourraient vous s'ouvrir à vous et nous indiquer ce que vous avez fait comme recherche, justement, pour être sûr que il y a au moins quelques offres qui vous attendent quand vous aurez fini votre formation, ou du moins qu'il y a des possibilités d'emploi dans certains secteurs, parce que régulièrement, ils embauchent. Une autre condition d'accès, c'est que nous travaillons uniquement avec les salariés du secteur privé, hors fonction publique. Et donc, avec des conditions d'ancienneté en tant que salarié dans l'entreprise, et celles-ci sont différentes selon votre contrat de travail. Je vais en donner quelques exemples, mais je ne vais pas détailler la totalité parce que ce serait trop long pour nous aujourd'hui. Mais si vous êtes en CDI, par exemple, il faut 24 mois minimum d'ancienneté, consécutif ou non, en qualité de salarié, et quelle que soit la nature de vos contrats de travail, dont 12 mois dans votre entreprise actuelle. C'est-à-dire que si ça fait 6 mois que vous êtes dans votre entreprise, mais vous avez bien 24 mois, vous n'êtes pas encore éligible au projet de transition professionnelle. Voilà. Donc, ça, c'est le cadre du CDI. Si vous êtes dans un autre cadre, on pourra le voir tout à l'heure lors de l'échange et des questions, parce qu'on peut être en CDD, on peut être intérimaire, on peut être intermittent du spectacle. Or, à ce jour, nous finançons l'ensemble du secteur privé, et donc, à chaque fois, en suivant le statut, on a des conditions particulières. Voilà. On parlait de formation tout à l'heure, revenons-y un petit peu. Choisir ma formation. La formation doit être sanctionnée par une certification enregistrée. Ça, c'est important, c'est-à-dire que je ne peux pas dire, tiens, j'ai envie de faire, je vais aller faire du macramé pour devenir un spécialiste du macramé, et je vais aller faire ça dans l'association, culturelle de mon village, parce qu'il y a quelqu'un qui sait faire du macramé. Non, il faut que ce soit une formation qui soit enregistrée, donc au RNCP, le Répertoire national des certifications professionnelles, ou alors, cette formation doit permettre l'acquisition d'un ou plusieurs blocs de compétences de ces certifications qui sont inscrites au RNCP. Et à côté du RNCP, il y a un répertoire spécifique pour certaines formations, et donc elles peuvent être aussi inscrites au répertoire spécifique. Ce qu'il faut savoir, c'est que toute formation doit vous conduire à l'apprentissage d'un métier. Une habilitation électrique, par exemple, ça ne marche pas. Des examens de langue tels que le TOEIC, le TOEFL ne sont pas pris en charge non plus. C'est vraiment des formations qui vont vous amener à la possibilité de faire un métier parce que vous avez appris pendant cette formation les gestes et les compétences de ce métier. Voilà. C'est important de le savoir. Votre formation est forcément éligible au compte personnel de formation si elle est inscrite au RNCP. Elle peut se dérouler tout en partie sur temps de travail ou complètement en totalité en dehors du temps de travail. Alors attention, quand nous parlons de hors temps de travail, ça veut dire qu'il n'y a pas de prise en charge des salaires. Ça ne veut pas dire que c'est fait le soir ou le samedi, ça peut être fait en semaine, mais quand on nous dépose un dossier hors temps de travail, il n'y a pas de demande d'autorisation de la part, d'autre sens, à l'employeur. Néanmoins, il n'y a pas de prise en charge de salaire non plus. Voilà. Les formations sont en règle générale inférieures ou égales à 1 an, mais parfois nous avons des projets qui peuvent faire l'objet de ce qu'on appelle une formation longue, et toute demande de formation longue est recevable. Par contre, l'autorisation d'absence de l'employeur doit être pour l'ensemble du parcours certifiant, sur les 2 ans, les 3 ans, si on veut faire infirmier ou éducateur spécialisé, par exemple, et un devis qui comporte l'ensemble de la formation, éventuellement un calendrier, idéalement, pour toute la durée de la formation, même si c'est compliqué parfois pour les organismes de formation de faire des calendriers à 2-3 ans. Voilà. Donc ça, c'est important à savoir. Une formation longue peut être financée. Quelques points de vigilance, quand même. N'oubliez pas que vous êtes acheteur de votre formation. Ce n'est pas vous qui la payez, c'est nous, mais c'est vous qui l'achetez, c'est vous qui la choisissez. Ce n'est pas nous qui allons vous dire, vous voulez devenir boulanger, donc il faut faire cette formation dans tel organisme, à tel endroit. Non, c'est vous qui faites les démarches, qui construisez votre projet. Vous voulez être boulanger, vous voulez faire un CAP boulanger à Besançon, vous voulez faire un CAP boulanger à Paris, ou vous voulez faire un CAP boulanger à Bordeaux. Vous nous expliquez le pourquoi du lieu, parce que s'il y en a un ici, il n'y a pas de raison d'aller ailleurs, mais si vous voulez aller vous installer à Bordeaux après, vous pouvez très bien nous expliquer que c'est votre projet de vie, et donc vous ferez votre CAP à Bordeaux. Néanmoins, c'est vous qui décidez.
Et donc, on vous propose de comparer l'offre de formation quand c'est possible, quand il y a plusieurs organismes de formation qui vous proposent la même formation. N'hésitez pas. N'hésitez pas à comparer, à demander des devis pour savoir ce qui se passe, quelles sont les durées, quelles sont les modalités pédagogiques, est-ce qu'il y a un formateur tout le temps, est-ce qu'on fait beaucoup d'auto-formation, est-ce qu'il y a de la formation à distance, enfin, voilà. N'hésitez pas à comparer et après, vous choisirez vous-même celle qui vous convient le plus, celle qui vous apportera, d'après vous, les meilleures chances optimales de réussir votre projet. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais un peu vite, les actions de formation inscrites au REST ne sont pas toutes éligibles au PTP. Les habilitations, les permis, les accompagnements à la création d'entreprise et les bilans de compétences ne sont pas effectivement éligibles au projet de transition professionnelle. Un autre point aussi d'attention, c'est que la date de formation financée ne peut être postérieure à la date d'échéance de l'enregistrement figurant au répertoire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu technique, mais quand un organisme de formation enregistre sa formation au RNCP, au répertoire national des compétences professionnelles, des certifications professionnelles, pardon, cet enregistrement a une date de validité. 3 ans, 5 ans, ça dépend. Si l'OF, l'organisme de formation, ne refait pas la demande, ne remet pas à jour la demande au bout de 3 ans ou au bout de 5 ans, celle-ci devient inactive. Et on ne peut plus, si elle existe toujours, même si l'OF le fait toujours, si elle n'est pas inscrite ou elle n'est plus inscrite au RNCP, on ne peut pas la prendre en charge. La formation non plus ne doit pas être engagée. C'est-à-dire que vous avez une mission un peu vite, pardon, si vous allez à une formation qui dure 6 mois, vous ne pouvez pas venir nous voir au bout de 3 mois en disant qu'il faudrait me financer ma formation. Non, il ne faut pas qu'elle soit engagée, il faut qu'elle ne soit pas commencée. Alors attention, quand je dis ne pas engager, c'est par année de formation également. Si vous faites, par exemple, un master, le master 1, vous l'avez financé vous-même, ou vous l'avez fait sur vos fonds propres ou d'autres moyens, et puis que vous voulez qu'on vous finance le master 2, vous pouvez déposer un dossier au titre de l'année 2 du master 2. Enfin, le master 2, donc. C'est important de le savoir. On ne va pas considérer que la formation est commencée. Néanmoins, il faudra bien déposer le dossier avant le début du master 2. Quand vous êtes CDD, si vous êtes CDD, effectivement, la loi prévoit que votre formation doit débuter au plus tard 6 mois après votre fin de contrat de travail. Et d'ailleurs, un autre petit point aussi que j'ai omis tout à l'heure, c'est que vous devez déposer votre dossier pendant votre contrat de travail, avant la fin de votre contrat de travail CDD. Une demande de PTP, c'est un seul dossier et c'est une seule certification. On ne peut pas financer plusieurs certifications à la fois. Sur l'organisme de formation, on en a déjà parlé un petit peu, donc l'organisme de formation doit bénéficier d'un numéro de déclaration d'activité actif, c'est-à-dire qu'il doit être déclaré en tant qu'organisme de formation. Votre voisin ne peut pas vous former à une formation s'il n'est pas organisme de formation déclaré. Même s'il a toutes les compétences qui vont bien, il ne peut pas le faire, ou du moins s'il le fait, il n'y aura pas de financement possible. La formation doit répondre au décret qualité. Effectivement, il y a un cadre particulier avec des indicateurs. Et donc aujourd'hui, les organismes de formation sont tous inscrits au Datadoc, et c'est-à-dire qu'ils répondent aux exigences du décret qualité. Et vous devez prendre un organisme qui est inscrit au Datadoc parce que sinon, nous ne pouvons pas financer votre formation. En 2022, c'est la norme Calliope qui va se mettre en place et tous les organismes de formation qui souhaiteront avoir un financement de type transition professionnelle ou de type OPCO ou de type région devront effectivement avoir la norme, posséder la norme Calliope. Un point d'attention aussi important, c'est que l'organisme de formation que vous allez choisir doit vous réaliser à titre gratuit un bilan de positionnement. C'est préalable à la demande de prise en charge. C'est un document obligatoire qui doit être déposé dans le dossier de constitution de la demande de financement. Sans ce document, la demande est irrecevable. Qu'est-ce que c'est que ce bilan de positionnement? Ça permet justement de voir un petit peu où vous en êtes. C'est un peu évaluer vos acquis et éventuellement les prérequis pour entrer en formation, mais d'évaluer ce qui vous reste à acquérir pour atteindre votre projet professionnel et éventuellement vous proposer un parcours de formation individualisé. Si vous avez déjà des compétences que vous n'avez pas besoin de réapprendre ou de recertifier, vous pouvez avoir un parcours de formation réduit, éventuellement.
Voilà. Dans notre dossier, il y a une petite partie bilan de positionnement, mais c'est une synthèse, et ce n'est pas le document de bilan de positionnement qui, lui, reste obligatoire, qui doit être fourni à côté du remplissage du dossier. On a parlé formation, on a parlé organisme. Maintenant, venons vers votre employeur. Vous êtes en CDI, vous avez un employeur. Vous allez partir en formation, il va donc vous falloir demander une autorisation d'absence. La loi prévoit 2 cadres. Si votre formation dure moins de 6 mois, c'est au plus tard 60 jours avant l'entrée en formation. Si votre formation dure plus de 6 mois, c'est au plus tard 120 jours avant l'entrée de la formation. Votre employeur a 30 jours pour vous répondre. Au-delà de ce délai, la demande est automatiquement acceptée. Nous finançons des formations longues, donc en règle générale, elles durent plus de 120 jours, plus de 6 mois, pardon. Donc, on est souvent dans la règle des 120 jours avant l'entrée en formation. Sachez que nous attendons le dossier de demande de financement complet 90 jours avant le début de la formation, quelle que soit sa durée. L'autorisation d'absence, vous avez un modèle téléchargeable sur notre site. Vous avez aussi donc 3 réponses possibles de votre employeur: l'accord, le refus ou le report. L'accord, on n'en parle pas, il vous laisse partir. Le refus, en fait, normalement, votre employeur ne peut pas vous refuser votre demande, sauf si vous ne respectez pas les conditions d'ancienneté, si vous ne respectez pas les délais de dépôt de la demande, et si votre demande d'autorisation d'absence ne mentionne pas tous les éléments obligatoires prévus dans cette demande. C'est pour ça que je vous dis, vous pouvez en télécharger un modèle sur notre site, parce qu'elle contient tous les éléments obligatoires. Il y a aussi le report possible, parce que s'il y a déjà beaucoup de gens qui sont partis en formation dans le cadre d'un projet de transition professionnelle dans votre entreprise, il peut considérer que ça fera trop d'effectifs simultanément absents, et donc il peut vous demander de reporter. Et puis sinon, il peut aussi estimer que cette absence peut avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marge de l'entreprise, et donc un tel report est décidé maximum 9 mois. C'est-à-dire que la deuxième fois qu'on vous demanderez ne pourra pas reporter à nouveau. Et surtout, il doit consulter, s'il existe, le comité social et économique, donc le CSE, les anciens délégués du personnel, de votre entreprise, dans ce cadre-là. Donc, vous voyez, il y a des cadres très particuliers. Il y a des cadres très particuliers, mais soyez aussi, vous, très cadrés par rapport à cette demande d'autorisation d'absence pour avoir toutes les chances d'obtenir votre accord. Je vous présente maintenant un petit peu les conditions de prise en charge, puisqu'effectivement, vous avez un projet, vous avez déposé le dossier de demande de financement. S'il est accepté, déjà avant d'être accepté, nous allons l'instruire et donc calculer un petit peu ce que va coûter votre projet professionnel, votre demande. On a trop souvent entendu des gens dire, moi c'est simple, ce que ça coûte, ma formation elle coûte 6 000 €, voilà, ça coûte 6 000 €. Non, ça ne coûte pas 6 000 € parce qu'en fait, votre dossier, nous, on va rembourser le salaire sur la base de notre prise en charge. Et donc, on est aujourd'hui sur des moyennes de dossiers qui nous coûtent entre 25 000 et 30 000 €. Donc, vous comprenez bien que votre projet doit être bien construit, parce que sinon, on ne va pas mettre entre 25 000 et 30 000 € dans la nature comme ça. Donc, au niveau des conditions de prise en charge, on calcule un salaire de référence. Alors, ce salaire de référence, en fait, c'est votre salaire mensuel, mais on va calculer aussi, avec tout ce qui s'est passé dans les 12 derniers mois, les éventuelles primes, les éventuels éléments de salaire qui ne sont pas forcément mensuels, mais qui sont ponctuels, et qu'on va devoir rembourser aussi à l'employeur si vous partez pendant 1 an en formation. Et donc, on calcule un salaire de référence. Le salaire est maintenu à 100% si le salaire de référence est inférieur ou égal à 2 SMIC. Et le salaire est maintenu à 90% si le salaire de référence est supérieur à 2 fois le SMIC. La rémunération est versée directement aux bénéficiaires titulaires d'un CDD. Pour les CDI, c'est toujours l'employeur qui vous paye votre salaire, et nous, on le rembourse ensuite. Alors, attention, la durée de la PAE. La PAE, c'est la période d'application en entreprise, c'est le stage pratique, entre guillemets. Et cette durée de PAE n'est pas forcément prise en charge à 100%. C'est suivant certains cas. En particulier,
si la durée du référentiel du diplôme est indiquée dans le référentiel, alors on la prend en charge. Sinon, on prend en charge 30% de la durée de la formation théorique. On pourrait y revenir tout à l'heure dans les questionnements si vous le souhaitez. Pour les formations de plus d'1 an, il y a une dégressivité du salaire à partir de l'année 2. Et puis, il y a aussi un calcul particulier pour les formations à temps partiel ou en discontinu, c'est-à-dire que si vous partez en formation 2 jours par semaine, par exemple, on va ne prendre en charge que les 2 jours par semaine. Il faudra le 3e, 4e, 5e jour repartir dans votre entreprise si vous n'êtes pas en stage et continuer votre transition. Il faut bien le savoir, ça. Et c'est pour ça que l'autorisation d'absence doit être très précise quand vous demandez. Parce que si vous demandez « je veux partir du 1er septembre au 30 juin », l'employeur dit « ok, vous n'êtes pas là pendant 9 mois ». Et puis par contre, si la formation dure que 2 jours par semaine du 1er septembre au 30 juin, il faut lui expliquer que vous ne serez absent que 2 jours par semaine. Pour que lui ne prévoit pas de vous remplacer sur la semaine entière. Donc ça, c'est important à savoir. Donc, quand on parle de salaire maintenu à 100%, c'est dans le cadre de notre prise en charge. On prend en charge toutes les heures en centre théorique, toutes les heures théoriques en centre de formation. La plupart du temps, les périodes d'application en entreprise sont prises aussi complètement si la durée du stage est prévue dans le référentiel. Sinon, il faut calculer 30% de la durée théorique pour le stage. Voilà. On va continuer sur la prise en charge des coûts pédagogiques. En charge, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, les frais de formation, forcément. Mais il y a 3 cadres, 3 plafonds qui sont à connaître. C'est-à-dire qu'on plafonne le coût pédagogique total à 18 000 € hors taxe ou 21 600 € TTC. Dans le cas où vous dépassez, eh bien, vous aurez un laissé à charge. Une autre règle, c'est le plafonnement du coût horaire également, c'est-à-dire que si votre formation ne coûte que 5 000 €, mais qu'elle est à 50 € de l'heure, eh bien nous, on s'arrête à 32,94 €, et tout ce qui est au-dessus, effectivement, est un laissé à charge à votre charge. Et donc, l'organisme de formation peut vous demander de les rembourser. Et puis, il y a ce qu'on appelle un LAC, un laissé à charge pour les salaires supérieurs à 2 fois le SMIC. C'est 5% du coût de la formation quand on est entre 2 et 3 fois le SMIC, et c'est 10% de la prise en charge du coût de formation quand on est supérieur à 3 fois le SMIC. Voilà. C'est important de le savoir. Et ces trois plafonds peuvent être appliqués. Alors, ils sont assez hauts quand même, mais ils peuvent être appliqués. Au niveau des frais annexes, vous pouvez avoir droit à des frais annexes dans la limite d'un forfait pendant les heures en centre et pendant les heures de stage sur justificatif, effectivement, pour les heures de présence en stage. Je ne rentre pas dans les détails, mais si la différence de distance de votre lieu de travail, domicile, et de votre lieu de formation, domicile, est supérieure ou égale à 20 km, vous avez droit, effectivement, à une aide possible. Concrètement, vous travaillez à 30 km de chez vous, vous allez en formation à 50 km de chez vous, vous avez droit à une aide des frais annexes. Vous pouvez tout à fait dire « moi, j'en ai pas besoin parce que je vais habiter directement sur place et je n'aurai pas de frais spécifiques ». Et donc, vous pouvez décider de les laisser et ça devient un cofinancement de votre part dans le cadre du dossier. Mais ça, ce n'est pas une obligation non plus. Vous avez travaillé votre projet, prêt. Maintenant, vous voulez déposer votre demande de financement. Il va donc falloir aller sur notre site internet, créer votre espace personnel et, depuis votre espace personnel, démarrer la constitution de votre dossier de demande de financement. Il y a 3 volets, un volet bénéficiaire, un volet prestataire et un volet employeur. À chaque fois qu'un volet est validé par vous, nous le vérifions et nous passons au volet suivant. Un dossier complet doit nous parvenir 3 mois, je vous l'ai dit, avant la date de formation. Attention, le dossier complet, ce n'est pas un volet qui soit terminé, ou les 2 volets ou les 3 volets qui soient terminés, mais bien vous qui avez dit « Ok, mes 3 volets sont terminés, je les dépose ». C'est important parce qu'il y en a qui restent dans leur espace
et qui ne valide pas au final le dossier et ne passe jamais en commission puisqu'il n'y a jamais de demande de financement. Voilà, je vous l'ai dit, un dossier complet, c'est un volet bénéficiaire, c'est un volet EOF, c'est un volet entreprise. Si vous avez besoin d'informations, il y a des tutos qui sont sur notre site internet et il y a des réunions flash qu'on organise où vous pouvez vous inscrire directement depuis le site internet également pour pouvoir, pour qu'on puisse vous présenter un petit peu comment on fait pour remplir le volet. La dématérialisation ne pense pas de prendre contact avec l'organisme de formation. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait un bilan de positionnement, vous ne pouvez pas le faire sans avoir été consulter l'organisme de formation, ça c'est évident. Je vous conseille aussi de consulter régulièrement votre espace personnel parce qu'on va vous renvoyer des informations qui normalement passent par les emails et parfois ça peut être bloqué dans l'espace et donc allez voir régulièrement la situation de votre dossier. Et parce que vous pouvez nous apporter toutes pièces justificatives, mais nous, on peut aussi vous dire que dans votre dossier, il manque certaines pièces et on vous demande de nous les fournir. Vous pouvez les déposer comme ça, comme des PDF, mais il faut effectivement nous les donner si on vous les demande. Et ça, c'est important parce que s'il manque des documents, votre dossier peut être irrecevable. Si on ne sait pas l'instruire parce qu'il nous manque des documents, votre dossier sera irrecevable, il ne passera pas en commission et donc vous n'aurez jamais de financement. Au niveau, ensuite, votre dossier a été complet, vous l'avez déposé chez nous, il est instruit par nos services, il est complet, donc il va passer en commission technique d'examen de dossier, commission qu'on appelle commission instruction. Une commission par mois, le calendrier est en ligne sur notre site internet. Le budget de ces commissions, au départ, c'est un budget annuel qui est découpé en 12, puisqu'il y a 12 commissions. Et ces commissions, ce budget est découpé en fonction du nombre de dossiers des années précédentes. Donc, vous n'aurez pas le même nombre de dossiers en juillet qu'en janvier, donc vous n'aurez pas le même budget en janvier qu'en juillet. Les décisions de prise en charge donc, sont prises dans la limite des financements, puisqu'il y a un budget, je vous l'ai dit, effectivement, et des priorités et critères. Aujourd'hui, il y a 10 priorités qui sont en ligne sur notre site internet. Ces 10 priorités sont des priorités qui ont été établies par France Compétences, qui s'appliquent à toutes les transitions pro. Les 5 premières sont nationales et on n'a rien à y faire. Et les 5 suivantes sont régionales. Et le conseil d'administration a donné des variables pour appliquer ces 10 critères de priorité. Quand les priorités sont calculées par rapport à votre dossier, par rapport à votre situation, vous avez un nombre de points, et suivant le nombre de points, vous êtes en haut de la liste du passage en commission, ou en bas de la liste si vous n'avez que très peu de points. À partir de là, vous êtes le premier à passer ou vous êtes le dernier. Suivant le budget de la commission, vous avez plus de chances de passer, d'être étudié ou pas. Mais l'étude du dossier, c'est ça qui fait qu'on va le financer ou pas. Ce n'est pas simplement la place dans la commission, c'est aussi d'apprécier la pertinence du projet professionnel au regard des critères cumulatifs suivants, c'est-à-dire cohérence du projet de transition. Je veux changer. Alors je peux changer, je suis obligé de changer, mais je veux changer. Alors je veux changer pourquoi? Pourquoi j'ai choisi le métier nouveau que je veux faire? Quelles sont mes motivations? Comment je le connais? Qu'est-ce que j'en sais? La pertinence du parcours de formation et des modalités de financement envisagées. Bien sûr, parcours de formation, si vous voulez être boulanger, vous n'allez pas nous présenter un parcours de formation de plombier. Sinon, votre dossier risque d'être refusé. Les modalités de financement, c'est aussi important. Dans un cadre normal, il n'y a pas de problème particulier, mais je vous ai dit tout à l'heure qu'on est dans un système de reconversion. Parfois, vous pouvez vous reconvertir au sein de l'entreprise, de votre entreprise actuelle, et si l'entreprise souhaite vous garder sur un autre poste, elle peut aussi contribuer à votre formation. Donc, ça fait partie des modalités de financement éventuelles. Voilà. Et bien entendu, les perspectives d'emploi à l'issue de l'action de formation. Il est important que vous alliez chercher un maximum d'informations sur Internet, Pôle emploi, Cléor, IMT, tous ces sites qui vont vous donner des informations sur les offres d'emploi, sur les recrutements. Mais vous pouvez aller aussi directement voir des entreprises qui vous intéresseraient, aller rencontrer les DRH, les patrons,
pour savoir dans quelles conditions ils recrutent, si la formation que vous avez choisie leur correspond effectivement, elle vous permettra de travailler chez eux. Et puis parfois, certains viennent avec des promesses d'embauche. Ce n'est pas obligatoire du tout. Ce qui est important de montrer dans la construction de votre dossier, c'est toutes les démarches que vous avez faites et que vous avez appréciées pour pouvoir dire, bah oui, mon projet, il tient la route et j'y vais. Voilà. En cas de refus de la commission, vous aurez la possibilité de faire un recours. Alors, soit un recours par courrier, soit en passant par votre espace personnel. Ce qui est important aussi, c'est que s'il y a un refus, ce n'est pas la fin du monde. Comme vous pouvez faire un recours, recontactez-nous pour savoir sur quelle base la commission instruction a refusé votre dossier. On vous donnera les éléments. Ça vous permettra de nous apporter des éléments nouveaux. Et en recours, votre situation sera réétudiée. S'il y a un deuxième refus, vous avez la possibilité de faire appel à la médiatrice de France Compétences. S'il n'y a pas de refus et que c'est accepté, vous pourrez partir en formation. Voilà. Donc, vous voyez, là, on a un peu, comment dire, survolé du début de l'idée jusqu'à la commission d'examen des dossiers. Un dernier point avant de terminer et de vous, comment dire, de vous passer la parole et de répondre à vos questions, c'est de parler du conseil en évolution professionnelle. Effectivement, le conseil en évolution professionnelle, ce sont des acteurs. Alors, du temps du fonds gestif, nous, on faisait le conseil en évolution professionnelle et on finançait. Donc, on faisait tout, c'était pratique, vous veniez chez nous, on vous gardait du début à la fin et ça allait bien. La loi nous a retiré le conseil en évolution professionnelle et donc, ce sont d'autres acteurs qui le font et en particulier un opérateur privé qui le fait dans la région Bourgogne-Franche-Comté, qui est soutenu dans le cadre d'un groupement par le CBC Sud-Bourgogne, donc tous les CBC et quelques autres structures, effectivement, et qui vont pouvoir vous aider dans la construction de votre projet. C'est très important de pouvoir avoir un recul ou un retour de quelqu'un qui n'est pas dans votre projet. Vous êtes dedans, vous êtes persuadé que tout va bien, et si vous le présentez à quelqu'un, il va pouvoir vous poser toutes les bonnes questions pour vérifier si vous avez bien fait le tour de la question. Donc, le CEP, conseiller en évolution professionnelle, vous informe sur les formations, sur les qualifications, marché de l'emploi, métier, mais il vous aide aussi dans l'identification des acteurs, des services et des prestations utiles à votre projet. Hein. Si vous êtes en situation de handicap, par exemple, si vous voulez faire un bilan de compétences, par exemple. Il vous appuie dans la préparation de votre dossier. Si vous avez des soucis avec l'informatique pour préparer votre dossier, il peut vous aider. Nous aussi, d'ailleurs. Hein, n'hésitez pas si vous avez un problème. Nous aussi, vous pouvez nous solliciter. Il vous aide aussi à rechercher des solutions financières si la prise en charge du projet de transition n'est pas forcément totale, ou pour réduire au maximum le reste à votre charge. Vous accompagne dans la rédaction de votre projet parce qu'effectivement, tout à l'heure, la constitution du dossier, je n'ai parlé que d'un point de vue administratif, mais dans cette constitution de dossier, vous avez un projet à rédiger. C'est-à-dire, tout à l'heure, quand je vous parlais des critères de choix de métier, de choix de formation, de perspective d'emploi, c'est ça qu'il faut rédiger dans votre projet pour nous expliquer comment vous avez choisi le nouveau métier, qu'est-ce que vous connaissez du nouveau métier, comment vous avez choisi votre formation et comment vous avez été vérifié qu'il y avait de l'emploi dans les secteurs que vous souhaitez, où vous souhaitez travailler. Et donc, ça, le conseil en évolution professionnelle peut vous aider dans la rédaction de votre projet parce qu'on n'est pas toujours à l'aise avec la langue française, on n'est pas toujours à l'aise avec l'informatique. Donc, n'hésitez pas à pouvoir les contacter et les mobiliser surtout, parce que vous pouvez effectivement les utiliser. Ils sont là pour ça. C'est gratuit. C'est un conseil gratuit. Ils sont financés pour vous aider, mais c'est gratuit. Donc, n'hésitez pas. D'ailleurs, je n'ai pas mis le numéro de téléphone, ça c'est le nôtre. Mais je vous donnerai, si je peux le retrouver, le numéro de téléphone du CEP. Il faut que je le retrouve, effectivement. Il y a un numéro de téléphone direct qui vous permet de prendre rendez-vous directement avec un conseiller. Là, on est surtout, nous, à votre disposition aussi, donc de 9h à 12h, et de 13h30 à 17h ou 16h le vendredi.
un seul numéro de téléphone. Là, on est sur l'ensemble de la Bourgogne-Franche-Comté, mais c'est un seul numéro de téléphone, c'est le 03 80 53 22 44. Espace personnel sur notre site internet, vous trouverez toutes les informations sur notre site aussi, mais vous trouverez aussi toutes les possibilités pour avoir des réunions flash, des rendez-vous d'appui à la constitution de votre dossier, effectivement. Donc, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Depuis votre espace, vous pouvez envoyer, alors ce n'est pas des emails, on appelle ça des widgets, mais vous pouvez envoyer des questions et on vous répond afin que vous puissiez constituer votre dossier de la meilleure manière possible. Voilà. Je vais rechercher pendant les quelques minutes qui nous restent le numéro de téléphone du CEP afin que je puisse vous le donner. Et puis sinon, je pense qu'on va pouvoir passer à la partie questions, échanges. C'est important, savoir ce que vous avez vu, vous pu comprendre de ce que je vous ai dit, si j'ai été clair ou pas du tout. Ça peut arriver. Donc, n'hésitez pas. Vous avez la parole. Si vous avez des questions, j'ai vu des gens qui prenaient beaucoup de notes, donc n'hésitez pas à poser des questions pour être sûr que c'est bien ça que vous avez compris. Madame Baudry, allez-y. Oui, bonjour. Moi, je voulais savoir, en fait, je compte déjà commencer à faire un bilan de compétences. Est-ce que ça peut apporter un plus après dans mon dossier ou pas du tout? Non, pas du tout, ce ne serait pas possible, effectivement, mais l'important, si j'aurais tendance à dire, grâce au bilan de compétences, c'est que ça va vous permettre, je ne sais pas si vous avez déjà des idées de reconversion, des idées de métiers nouveaux, mais ça va vous permettre de valider ce choix de métier. Le bilan va vous permettre d'étudier de nouvelles pistes d'orientation, d'en valider certaines et de faire des choix. Donc forcément, quand vous allez présenter un projet de demande de financement, dans votre projet et dans la partie justement cohérence du métier, cohérence de la transition, vous allez pouvoir nous dire j'ai fait un bilan de compétences qui a validé le fait que je veux devenir tel métier. Donc oui, ça peut vous aider effectivement. Le bilan de compétences n'est pas un outil obligatoire, mais c'est une belle modalité pour effectivement valider un projet professionnel. Ok. Donc oui, allez-y, mais surtout n'hésitez pas à nous parler des conclusions dans votre projet pour dire, ben voilà, moi j'avais envie de devenir, je prends un exemple qui ne veut rien dire, hein, mais j'ai envie de fleuriste. Mon bilan de compétences, quand je l'ai fait, a montré que j'avais effectivement des compétences transférables pour devenir fleuriste, par exemple, et donc ça a validé mon projet. Donc je vous présente ma demande de financement pour un CAP fleuriste. Vous voyez? Donc, c'est intéressant. Donc, le bilan de compétences est un bel outil qui permet effectivement de valider un nouveau projet professionnel et qui vous permet justement d'appuyer votre demande effectivement. Ça, c'est important. Et j'avais une deuxième question par rapport à mon employeur. Moi, je suis dans la restauration. Et si jamais mon employeur refuse, on peut lui reproposer au bout de combien de temps? Je n'ai pas bien entendu tout à l'heure. Alors, en fait, normalement, il ne peut pas refuser si vous avez tous les critères. D'accord? Si vous êtes la seule serveuse du restaurant, par contre, il peut dire moi, c'était pas là, je peux pas bosser, donc je te reporte ta demande. C'est un report de 9 mois. C'est la demande hein, qui est de 9 mois, ce n'est pas l'entrée en formation. Donc, vous avez fait votre demande au 1er janvier, il reporte, vous pouvez refaire votre demande au 1er octobre, puisque 9 mois sont passés. Vous comprenez? Ça veut dire simplement que ce ne sera pas la formation que vous aviez envisagée, ce sera à une date ultérieure. D'accord? Mais il ne peut le faire qu'une fois, par contre. C'est-à-dire qu'il est prévenu. Il est prévenu la première fois, il sait que dans 9 mois, vous allez faire une demande nouvelle, et donc, il ne pourra pas dire « je n'étais pas prévenu, je ne savais pas, j'ai besoin de toi ». Il sera obligé d'avoir repris ses disponibilités. Et si jamais on démissionne, ça se passe comment? Alors, si vous démissionnez, vous n'avez plus accès au projet de transition professionnelle. Le projet de transition professionnelle est pour un salarié qui est en activité. D'accord? Okay. Si vous démissionnez pendant la formation, pendant la prise en charge, il y a des conditions particulières, on peut éventuellement continuer. Mais si vous démissionnez avant le début de la formation,
avant de déposer votre dossier, il est trop tard. Il faut vraiment être d'accord, toujours être en contrat, d'accord. Au moment où vous passez en commission d'instruction, votre dossier de demande de financement passe en commission d'instruction, vous devez toujours être en contrat. C'est-à-dire que vous n'avez pas fait de lettre de démission, vous n'avez pas eu d'entretien préalable de licenciement ou de convocation, enfin de lettre de licenciement avant votre passage en commission, sinon on ne pourra plus financer votre dossier. Ok. D'accord. Et Par quand vous contre, si vous êtes parliez... licencié pendant la formation, on continue la prise en charge. Ok. Et quand vous parliez du CPE, parce que moi, c'est vrai que j'aimerais bien avoir un rendez-vous pour m'expliquer un peu tout ça, toutes les conditions, tous les papiers à faire, à bien mettre en place. Ça, vous, comme vous l'avez dit, ça, c'est pas la peine de venir vous voir, vous. Il faut vraiment appeler un conseiller CEP, CPE. Un CEP. CEP, hein. CEP, conseiller en évolution professionnelle. Je viens de vous mettre le numéro de téléphone dans le chat de Teams, donc vous pouvez le reprendre. C'est le 09 72 01 02 03. Il n'est pas compliqué, mais vous pourrez avoir quelqu'un au téléphone qui vous donnera un rendez-vous avec un conseiller dans votre secteur géographique. Nous ne travaillerons pas avec vous votre projet professionnel, la construction de votre projet professionnel. Nous n'avons pas le droit, nous n'avons plus le droit. La loi nous a enlevé cette possibilité-là. Par contre, si c'est une question par rapport à votre dossier, à la constitution de votre dossier, aux pièces qui sont dans votre dossier, vous pouvez tout à fait nous envoyer un mail, un widget ou nous appeler pour avoir des informations et des renseignements. On vous répondra toujours. Par contre, si vous commencez à parler de votre projet en disant « je ne sais pas si je veux être boulanger ou si je veux être fleuriste », on vous renverra vers le CEP, mais on ne travaillera pas avec vous votre projet. Très bien, merci. Voilà. Merci pour cette question importante, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent éventuellement intervenir, pas forcément des questions, hein, mais des réactions, si vous avez éventuellement des choses que vous ne comprenez pas, si vous n'êtes pas forcément d'accord avec ce que j'ai dit, n'hésitez pas à intervenir. Sachant, voilà, je crois qu'il y a Madame... Alors, je ne sais pas si Deré ou Der, comment vous dites, qui a demandé la parole. Deré. Deré. Voilà. Allez-y. J'aurais deux questions d'ordre totalement différents. La première, c'est est-ce que vous avez une moyenne sur le taux d'acceptation des dossiers suite à la commission, à l'année, on va dire? Et ma deuxième question, c'était juste pour être sûre, c'est-à-dire par rapport au timing, en fait. Donc, la demande d'autorisation d'absence à faire auprès de l'employeur est bien à faire avant le dépôt complet du dossier. Donc, du coup, je ne comprends pas, puisqu'on doit déposer le dossier 90 jours avant le début de la formation, et que dans le cas d'une formation courte, l'autorisation d'absence auprès de l'employeur est à faire 60 jours avant le début. Donc, du coup, à ce moment-là, je ne comprends plus trop le timing. Ouais, mais là, vous avez bien raison. C'est pour ça que j'ai appuyé sur le fait qu'on finance plutôt des formations longues, donc de plus de 6 mois. Mais le cas, effectivement, important dans votre cadre, c'est qu'effectivement, nous, on a besoin du dossier 30 jours avant. 90 jours avant, pardon. 90 jours avant le début de votre formation. Et donc, effectivement, il est indiqué que vous pouvez faire votre demande 60 jours avant dans le cadre d'une formation qui dure moins de 6 mois. Chose l'une, vous pouvez déposer votre dossier à 90 jours et faire votre demande d'autorisation d'absence ensuite. Votre dossier sera incomplet et on attendra la réponse de l'autorisation d'absence pour vous donner une décision. Donc moi, ce que je vous conseille de le faire, c'est puisque la date que je vous ai donnée, les délais que je vous ai donnés sont des délais butoirs. C'est des barrières à ne pas dépasser. Donc, vous pouvez faire votre demande jusqu'à 60 jours avant, pour une formation inférieure à 6 mois. Moi, je vous conseille de la faire bien en amont, 120 jours avant, comme les autres, pour que vous puissiez justement être dans les timings avec nous et dans une complétude de votre dossier. Parce qu'effectivement, si on sait que la formation dure moins de 6 mois, on n'attendra pas forcément l'autorisation d'absence tout de suite. Donc, on pourra considérer que votre dossier sera complet une fois qu'elle arrivera. Mais si elle est déjà là, on gagne du temps de tous les côtés. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une incohérence, entre guillemets, qui peut apparaître. Simplement, nous, pour traiter un dossier, on a besoin de 90 jours, pour être sûr que ce soit bien traité, parce que pour le passage en commission, il y a des délais d'instruction, il faut que votre dossier soit complet, et puis qu'ensuite, une fois qu'il est accepté,
qu'on puisse avoir le temps de faire tout ce qui est courrier d'acceptation. Donc, effectivement, vous avez relevé effectivement la petite incohérence il n'y a pas que celle-là, mais c'en est une. Mais moi, je vous conseille de la faire le plus tôt possible dès que vous savez dès que vous avez les dates de départ en formation. Ça peut faciliter les choses. La première question que vous avez posée, par contre, nous sommes aujourd'hui à peu près 78% de taux d'acceptation de dossier. Voilà. Donc, ça veut dire que 4 dossiers sur 5 sont financés dans le cadre du projet de transition professionnelle. C'est noté, merci. Voilà. Je crois qu'il y a Camille Barnier qui a levé la main. Oui, bonjour. Merci pour toutes ces précisions. J'avais une question justement sur parler du délai d'acceptation, enfin de réponse après une commission. Il est de l'ordre de combien à peu près? Alors, si on n'a pas de souci dans la commission, en général on n'en a pas, mais ça peut arriver, mais si on n'a pas de souci dans les 24-48 heures, normalement, la commission est clôturée et vos dossiers, enfin vos espaces personnels reçoivent l'information liée à cette commission, c'est-à-dire si le dossier est accepté ou refusé. Donc dans les 24-48 heures, en général, vous savez si votre dossier est accepté ou refusé. Seulement après, il n'y aura pas forcément tout de suite en même temps. Seulement après, vous recevrez les courriers d'acceptation qui vont préciser, c'est un peu un contrat de prise en charge de formation, qui préciseront le nombre d'heures qu'on va prendre, les coûts de formation qu'on va prendre en charge et tout ça. Mais je ne pense pas me tromper, éventuellement, j'ai une collaboratrice qui est là, qui est responsable du pôle gestion, Justine, qui pourra éventuellement compléter, mais dans les 24 à 48 heures en général, on a finalisé une commission et vous savez dans vos espaces personnels si le dossier est accepté ou pas. D'accord. Voilà. Oui, et effectivement, on est bien donc sur ça se passe... ces délais-là, je confirme. Pardon? Je oui, confirme qu'on est bien sur ces délais-là, hein, hormis un éventuel dysfonctionnement informatique. Au plus tard, 48 heures après, le résultat est consultable sur l'espace. D'accord. Et par contre, ce que vous dites, donc les précisions éventuelles, soit sur la répartition de la prise en charge, soit sur les motifs de refus, ça, on les a plus tard. Voilà, parce qu'on a d'autant, en fait, parce qu'on vérifie en général les choses. Donc, c'est en général la semaine suivante. Alors, c'est pareil, ce sont des documents, hein, ce sont des courriers, effectivement, mais ce sont des documents qui sont mis dans votre espace personnel. Il n'y a plus d'envoi par courrier papier, par envoi postal. Tout se fait par espace personnel. Donc, en général, c'est dans la semaine suivante, on peut dire dans les 7 jours qui suivent la commission paritaire, que vous avez effectivement les éléments, en sachant que si vous avez un refus, vous savez déjà effectivement qu'il est refusé 24 à 48 heures après la commission, donc ça vous permet éventuellement de reprendre contact avec nous tout de suite, sans forcément attendre d'avoir le motif de refus. Hein. Sachant que les recours sont traités dans les cadres des réunions, et on a une réunion une fois par mois, donc ça se traite encore assez rapidement. Très bien, merci beaucoup. Merci pour cette question aussi importante. Je sais que ce n'est pas toujours facile quand on attend effectivement une réponse qui met en jeu quand même tous les éléments de la vie, parce que c'est une reconversion, c'est pas n'importe quoi non plus. Ça prend beaucoup de choses en compte, hein, aussi bien la vie de famille que la vie professionnelle. Donc c'est pas toujours facile, et quand on a un refus, c'est pas facile à accepter. Sachez que nos refus sont quand même des refus liés aux 3 critères dont je vous ai parlé, et que ces 3 critères-là, les refus que nous émettons la plupart du temps, pas à 100%, mais la plupart du temps, sont des manques d'informations de votre part. C'est-à-dire que vous avez fait des choses, mais vous n'avez pas su nous les dire dans votre projet, et donc on considère qu'il n'y a pas d'informations, alors qu'il peut y en avoir des informations. Donc c'est ça. Ce qui fait qu'au recours, vous nous fournissez les informations, et en général, votre dossier peut passer beaucoup plus facilement. D'accord, très bien. Pardon, j'aurais une autre question encore. Oui, allez-y. Voilà, par rapport à l'éligibilité d'un dossier. Est-ce que du coup, si on a un niveau de formation assez élevé, et que la reconversion concerne un niveau de formation en deçà de ce qu'on a déjà,
est-ce que ça entre en jeu, en fait, de manière négative dans l'étude du projet? D'accord. J'essaie voilà. Alors, il y a deux points dans votre demande. Vous êtes ingénieur, par exemple, et dans le cadre des priorités, effectivement, il y a plus de points en règle générale pour les bas niveaux de qualification, parce que ces gens-là, il faut qu'on les aide à se former plus facilement. Donc, vous êtes en général, si vous avez un haut niveau de qualification, vous aurez certainement moins de points de priorité, et donc vous ne serez pas forcément en haut de la pile des dossiers quand on va les étudier. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez aucune chance de financement. La deuxième question que vous posez dans votre question, c'est effectivement, je suis ingénieur, je veux devenir boulanger, je dois donc faire un CAP boulanger. C'est votre conversion qui prime. Et vous ne pourrez pas être boulanger si vous n'avez pas ce CAP. Donc, que vous ayez un bac plus 5, bac plus 10, et que vous repassiez à un bac moins 2, excusez-moi l'expression par rapport à un CAP, c'est un peu négatif, mais c'est juste pour montrer les choses. L'important, c'est votre conversion. Vous voulez devenir boulanger, vous ne pouvez pas le faire si ce n'est que de passer un CAP de boulanger. Donc ça, c'est pas pris en compte, cette différence de niveau. Ce qui peut avoir comme réaction, parce que les commissaires de la commission d'instruction sont des êtres humains et des hommes, c'est de se dire ah ben oui, il n'aura pas le même niveau de salaire que ce qu'il avait avant, mais ça, c'est pas un critère de refus, c'est pas notre problème. Si vous avez choisi, dans le cadre de votre qualité de vie, de diviser votre salaire par 2 parce que vous pouvez, et puis parce que vous avez envie de faire un métier qui vous plaît, il n'y a aucun souci. Forcément, on regarde toujours un peu la cohérence du projet, mais il nous arrive régulièrement de voir des gens, effectivement, des ingénieurs, par exemple, qui repartent dans des formations très particulières, mais avec des métiers très particuliers, et qui demandent obligatoirement un passage par un CAP. Et donc, ça fait partie de la règle du jeu. Vous êtes en reconversion, vous êtes ingénieur dans une entreprise, vous voulez devenir paysagiste, ben, il faudra faire un diplôme de paysagiste qui est un diplôme de niveau CAP ou niveau bac. Donc ça ne pose pas de problème. C'est très clair, merci beaucoup. Merci. Il nous reste encore 1 ou 2 minutes. Presque, ouais, on arrive à la fin de ce webinaire. Je mets dans le chat une adresse mail que vous avez pu voir déjà peut-être, mais il est toujours dommage de se dire au moment où on raccroche que mince, j'aurais peut-être pu poser cette question, j'ai oublié ou j'ai pas osé. Donc vous avez une adresse mail qui s'appelle contactsalon@transition au pluriel pro-bfc.fr qui vous permet de reposer des questions que vous n'auriez pas posées après ce webinaire. Ces questions m'arriveront à moi directement et à d'autres de mes collègues. Donc, on vous répondra effectivement. Et si on ne peut pas vous répondre, on vous renverra vers la personne la plus habilitée. Donc, voilà, n'hésitez pas. contactsalon@transitionprobfc.fr. Nous sommes à votre disposition. Y a-t-il, avant que je conclue, y a-t-il une dernière question, une dernière remarque ou quoi que ce soit que vous vouliez dire éventuellement? A priori, non. Donc, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir participé à ce webinaire. Vous avez certainement vu qu'il y a beaucoup d'informations, donc n'hésitez pas à aller sur notre site internet pour les retrouver, hein, parce que ce n'est pas toujours facile de tout garder comme ça. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin est, et nous restons à votre disposition, hein, donc voilà. N'hésitez pas vraiment. Je vous remercie encore une fois, et je vous souhaite une bonne fin de semaine, et même un bon week-end, a priori, qui devrait être ensoleillé. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de revoir le webinaire, il sera en replay sur le site le mois de la transition.fr pendant quelques semaines. Et ensuite, vous pouvez retrouver notre chaîne YouTube. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis peut-être à bientôt pour certaines qui souhaiteraient effectivement, parce que je dis certaines parce qu'effectivement, nous n'avons que des dames cet après-midi
en public. Donc, pour certaines qui auraient des envies de faire une demande de financement PTP, n'hésitez pas. Voilà. Bonne journée à vous. Merci. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Bonne journée à tous. Bonne journée.